on va venir vraiment aux aspects spécifiquement techniques de ma présentation. Alors, permettez, je vais juste fermer quelque chose ici. Voilà. Ça, c'est juste pour vous dire en fait que le paludisme, au même titre en fait, que la plupart des maladies à transmission vectorielle constituent une réelle plaie pour l'Afrique. Et tous autant que nous sommes ici, particulièrement parlant du paludisme, je me dis ici, nous sommes nés ici en Afrique. Nous avons grandi ici en Afrique. Forcément, d'une façon ou d'une autre, nous avons fait l'expérience du paludisme. Soit en tant qu'enfant, peut-être qu'aujourd'hui chercheur, en tant que papa, ou alors en tant que grand-père. Je me rappelle encore quand j'étais toujours étudiant, quand on regardait les statistiques du paludisme, ça affichait à peu près 2 millions de décès par an. Mais aujourd'hui, quand on regarde ces mêmes statistiques, on est à peu près 600 000 ou quelques décès par an. Ce qui est un travail énorme. Parce que faire descendre le curseur de 2 millions à 600 000, je pense que c'est un travail énorme. C'est énormément de progrès. On doit en être tous très fiers. Et c'est le problème. C'est que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant en fait, que le curseur a arrêté à 500 000, 600 000, et ça fluctue. On n'arrive plus vraiment du tout à faire descendre le curseur en dessous de ce nombre. Pourquoi? Simplement parce que les outils conventionnels de lutte que nous avons à notre disposition ont atteint leurs limites fondamentales protectrices. Et la communauté scientifique internationale aujourd'hui reconnaît que malgré tous les efforts que nous pouvons consentir, si on n'a pas de nouveaux outils qui peuvent venir compléter ce qui existe aujourd'hui, en aucun cas, on peut aller vers l'élimination du paludisme. Ce n'est même pas une question d'argent, ce n'est pas une question de temps. C'est simplement en fait que les outils qui sont là ne peuvent pas faire ce travail. C'est comme si vous êtes dans un véhicule extrêmement puissant, au lit, on va dire quoi, vous devez trouver un véhicule de course là. Voilà. La formule, il y a une Ferrari par exemple, c'est extrêmement puissant, vous êtes là-dedans et vous dites que vous voulez aller sur la Lune. Quelque part, fortement, vous êtes en train vraiment de mal juger votre trajectoire. Donc, c'est exactement la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Il faut absolument en fait, qu'on ait de nouveaux outils qui viennent compléter ce qui existe aujourd'hui. Autrement dit, on ne pourra jamais éliminer le paludisme avec ce qu'on a. Mais quand on dit on a besoin de nouvelles idées, ce n'est pas n'importe quelle idée. Nous voulons vraiment des idées révolutionnaires. Quelque chose qui peut se traduire en impact phénoménal. Et c'est justement ces éléments sur lesquels nous sommes en train de travailler. Je vais juste vous donner un certain exemple. Vous savez, dans le domaine de la recherche, c'est extrêmement compliqué. Tout ce que vous voyez ici, ça c'est le pipeline de la recherche avec toutes les nouvelles idées qui sont dedans. Vous voyez, il y en a plein. Que ce soit les nouvelles moustiquaires de deuxième génération, ça existe déjà sur le marché, même si ce sont des moustiquaires qui sont beaucoup plus chers. Vous avez les DTSB, qui ont été testés à large échelle, dans 3 pays, mais qui n'ont pas donné vraiment ce qu'on attendait. Vous avez les special referents, vous avez les moustiques génétiquement modifiés, vous avez les moustiques à Wolbachia, etc., etc., etc. Et la liste est longue. Mais comme on a l'habitude de le dire, vous pouvez avoir beaucoup de bonnes idées. Mais le problème, c'est que ces idées doivent passer par un filtre. Et toutes ces idées que vous avez ici en bas vont passer par ce filtre-là. Et à la fin, vous allez pratiquement vous retrouver qu'avec un ou deux seuls produits qui vont sortir de là. Parce que les contraintes sont énormes et se trouvent à plusieurs niveaux. Les contraintes peuvent être d'ordre technique. Les contraintes sont aussi d'ordre de régulation. Les contraintes sont également d'ordre de risque et de la perception des communautés. Donc, ce n'est pas toutes les idées pratiquement qui pourront franchir ces différentes barrières. Donc, quand ça rentre dans le filtre, au fur et à mesure, ça va être caché. Et au finish, vous allez vous retrouver peut-être avec juste une ou deux idées pratiquement qui vont émerger. Et juste pour vous donner une idée, je pense qu'on discutait un peu avec Janet il y a 2 jours de cela. Vous savez, par exemple, dans le domaine de la formulation de nouvelles molécules d'insecticides, il vous faut screener à peu près 5 millions de produits potentiels pour juste vous retrouver avec 3 nouvelles molécules d'insecticides qui sont viables et qui peuvent être utilisées sur le terrain. Et vous comprenez très bien alors que ça demande énormément d'argent, ça demande énormément de temps, qui plus sur le marché n'est pas vraiment assez large, c'est pas tout le monde qui va vouloir investir son argent là-dedans. Donc ça veut dire que la quête pour aller vers l'innovation et trouver vraiment des produits spécifiques qui puissent servir nos besoins aujourd'hui, la route est extrêmement longue, et extrêmement difficile aussi, et coûteuse. Et pour rendre les choses beaucoup plus compliquées, parce qu'il y a toutes ces questions de régulation qui, yes, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que tous les produits que nous devons
mettre en place, qui doivent lutter effectivement contre ce moustique, doivent plutôt être des solutions, mais ne doivent pas créer d'autres problèmes. Mais n'empêche, c'est que le chemin, quelquefois aussi, est extrêmement long. Quand vous prenez par exemple le cas de la pyrotechnie que nous connaissons tous aujourd'hui, on utilise pour imprégner les moustiquaires, je peux vous dire en fait que de la découverte des pyrotechnies à leur application concrète sur le marché, ça a pris 20 ans. Donc, il faut comprendre que le chemin est extrêmement long. Et si le marché n'est pas assez, le marché étant extrêmement compétitif, si la marge bénéficiaire pour les développeurs n'est pas aussi élevée, quelquefois c'est un peu difficile pour les gens de dire qu'ils vont s'investir là-dedans. Donc, il faut absolument que quelque chose change. Et justement, c'est ce que nous essayons de faire. Alors, je vous ai montré tantôt un peu la liste des différents outils que les gens sont en train de développer, mais en visuel, maintenant, je vous les présente. D'abord, un ici, sur la première ligne, au milieu, il y a ce qu'on appelle les IFTUBs. Il y a certains qui ont développé, qui sont toujours en train de tester. Vous avez les ETSB, qui ont été testés à large échelle dans 3 pays, et les résultats n'ont pas été vraiment nécessairement à la hauteur de ce qu'on attend, mais les gens sont certainement toujours en train de travailler sur la deuxième version. Vous avez les Special Repellent, qu'on utilise également, et qui sont testés à large échelle par endroits et beaucoup plus, je dirais, en Amérique latine. Et vous avez également ce qu'on appelle les pondoirs artificiels qu'on met à disposition avec la capacité d'autodiscrimination, c'est-à-dire que vous avez des insecticides que vous mettez là-dedans, et ça marche beaucoup plus pour les Aedes. Quand les moustiques entrent, pondent, prennent l'insecticide, et quand ils vont dans le prochain pondoir, ben, ils vont disséminer l'insecticide. Donc du coup, toute la ponte va être affectée. Et l'image que vous avez complètement à gauche, en haut et puis à droite, et complètement à gauche, en haut et puis en bas, ça c'est un piège que nous avons développé nous-mêmes. Parce qu'on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que nous pouvons regarder dans la biologie du moustique exploiter pour pouvoir piéger les moustiques sans nécessairement avoir besoin d'un insecticide? Et on a développé une idée vraiment très simple qui existe déjà, mais que nous avons plutôt renversé pour aller dans la chambre plutôt que de prendre ça à l'extérieur et faire en sorte qu'on ne mette pas du tout d'insecticide là-dessus, qu'on appelle le limanthrope. Vous mettez à la fenêtre, vous interceptez pratiquement tous les moustiques qui entrent, et ces moustiques n'ont plus la capacité de sortir. Et donc, si vous arrivez à installer ça presque dans toutes les fenêtres, sur toutes les fenêtres dans un village et que les gens acceptent, vous voyez pratiquement le tas, le truc que vous avez en bas, vous avez l'impression peut-être que c'est un tas d'ordures, c'est un tas de moustiques, que ce piège va collecter dans le village. Mais la seule difficulté qu'on a avec ce piège en ce moment, vous voyez la taille, ça prend suffisamment d'espace. Comme dans les maisons, effectivement, les gens dans les campagnes, ce sont des maisons qui ont des dimensions multifonctions et qu'il n'y a pas assez d'espace. C'est extrêmement difficile de pouvoir convaincre quelqu'un d'installer ça dans sa chambre pour assez longtemps. C'est pourquoi il faut qu'on continue vraiment toujours sur cette idée, à travailler, voir comment est-ce qu'on peut miniaturiser, faire en sorte un jour que ça puisse toujours servir tel que ça sert maintenant, et que ça occupe le moins d'espace possible dans la concession des gens et qu'ils puissent l'accepter pour qu'on puisse utiliser large échelle. Maintenant, je vais peut-être